Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, a été vivement interrogé aujourd'hui au Capitole à propos de la guerre contre l'Iran. On lui a demandé « Quel est notre plan? Y a-t-il un plan B ?» Il a répondu « Pas d'inquiétude. Le plan A fonctionne à merveille. Nous gagnons sur tous les fronts. » Est-ce vraiment le cas? Et si c'est ça, son plan A, quelle est alors la réponse A de l'Iran? Et surtout, où tout cela nous mène-t-il? Pour en parler aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Robert Barnes, avocat constitutionnaliste et fin observateur politique, il faut le dire. Très bien connecté à Washington, même s'il vit dans le Tennessee, si je ne me trompe pas. Vous pouvez le retrouver dans son émission Viva Fry sur vivabarneslaw.locals.com. Robert, toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Oui, je suis content d'être là. C'est ça, t'es bien dans le Tennessee, non? Oui, tout en bas, à Chattanooga, dans le Tennessee, juste à la frontière avec la Géorgie et l'Alabama. Très bien. Mon fils étudie à l'Université d'Alabama, donc c'est sympa. Écoute, on va entrer directement dans le vif du sujet avec Hegseth ce matin, parce qu'il a dit pas mal de choses. Gary, je vais passer le premier extrait. Je crois que c'est pas tout à fait dans l'ordre qu'on avait prévu, mais je pense que c'est bien de commencer par celui-là. Celui où il dit « Hey, on a un accord en cours. Lequel, Daniel? Lequel tu veux? » C'est ce que j'espérais. Que tu lises dans mes pensées et que tu devines. Celui de 20 secondes, je crois que c'est celui-là. Nous sommes en train de gagner. Nous avons remporté chaque aspect de ce pourquoi nous nous sommes battus dans ce conflit. L'Iran le sait, vu la dégradation incroyable de ses capacités. C'est pour ça qu'on les a vus vouloir venir à la table des négociations. La manière dont tout cela sera résolu se fera à nos conditions, aux conditions du président Trump. Et nous avons toutes les munitions et toutes les capacités nécessaires pour y parvenir. Désolé pour cette question surprise, Gary. C'était complètement différent de ce qu'on venait de discuter. Mais d'une certaine façon, ça tombait bien. Laisse-moi te demander directement, Robert. Est-ce que tu es d'accord avec le secrétaire à la guerre pour dire que oui, on est en train de gagner sur tous les fronts? Qu'il n'y a aucun problème? Oui, enfin, Hegseth a été le plus délirant de tous dans le cabinet Trump. Tous les autres sont conscients, attentifs, et essaient de rendre Trump lui aussi conscient et attentif à la réalité sur le terrain. Et cette réalité, c'est que l'armée iranienne n'a pas été affaiblie. C'est ce que le Pentagone et les services de renseignement ont dit au président Trump. Ils estiment que l'Iran conserve au moins 70 à 75% de sa capacité militaire d'avant le début de la guerre, et qu'ils ont peut-être même amélioré cette capacité grâce à l'aide de la Chine et de la Russie. Le deuxième point, c'est que leur capacité de riposte, elle, reste totalement intacte. Nos systèmes d'armes ont été considérablement affaiblis et il est difficile de les remplacer rapidement. En face, le régime est plus dur que jamais, plus uni que jamais. Il n'y a pas de groupe de fous modérés, comme aime le dire le président. Ce sont des gens qui ont grandi pendant la guerre Iran-Irak, qui ont participé, qui ont servi ensemble, d'une manière ou d'une autre, et qui, de ce fait, sont aujourd'hui plus soudés. Et ce n'est pas tout. La jeune génération, comme Alistair en parlait dans votre émission, a connu une sorte de seconde révolution. Beaucoup de jeunes, qui étaient encore sceptiques ou critiques envers ce régime il y a un an à peine, se retrouvent maintenant unis derrière lui, dans une logique de résistance face à ce qu'ils perçoivent comme l'opposition de l'empire américano-israélien. Et ce genre de choses arrive souvent quand on commence à massacrer une partie de leur population, comme ces 160 filles au tout début de la guerre. Ce que Hegseth n'a toujours pas reconnu, ni même expliqué comment ça a pu se produire. La réalité, c'est que non, on n'y arrive pas.
Les plus hauts responsables militaires, comme l'a rapporté Larry Johnson et comme d'autres me l'ont confirmé, ont dit au président non. Kaine a dit au président qu'on ne peut pas résoudre le problème qu'il veut régler par la force militaire. C'est impossible. Et donc Hegseth, en fait le vice-président Vance, est très frustré parce que Hegseth passe son temps à mentir au président. C'est le seul qui continue à le faire. Tous les autres disent la vérité. Les services de renseignement, le département d'État, les équipes économiques, l'énergie. Tout le monde dit au président qu'il n'arrivera pas à briser l'économie, qu'il ne les fera pas capituler, qu'il ne renversera pas le régime et qu'il n'aura pas de succès militaire. Une option militaire, une action cinétique, se retournerait davantage contre nous que contre l'Iran. Économiquement, on ne peut pas tenir encore un mois ou deux comme ça. L'impasse, c'est pas une option. Le blocus ne marchera pas. En fait, il se retourne contre nous plus qu'il ne nous aide. Et le président, la seule personne qui dit le contraire, c'est Hegseth. C'est pour ça que le vice-président Vance a fait passer le message plus ou moins officieusement à tout le monde. Mais c'est évident que ça vient de son bureau. Hegseth ment au président, régulièrement, comme une habitude. Et c'est pour ça qu'il sera le premier à partir, quand on commencera à chercher des boucs émissaires pour cette guerre ratée. Hegseth sera le premier sur la liste. Mais le président, lui, connaît la vérité. Il la connaît, mais il l'ignore. Il ne veut pas l'entendre. Alors quand on lui dit ces choses-là, il fait comme s'il n'avait rien entendu. Et il se persuade que tout ce que disent Mark Levine, Mark Thiessen, le général Keane ou n'importe qui dans le cercle de Fox News, c'est forcément vrai. Le FDD, ou n'importe qui lié au lobby israélien ici aux États-Unis, lui raconte une autre histoire, lui vend un autre récit, lui murmure une autre version, et lui, il y croit, il l'achète, et il ignore tout le reste. C'est pour ça qu'il se persuade qu'il est populaire, alors qu'en réalité, il est plus impopulaire que jamais. C'est aussi pour ça qu'il se convainc que l'Iran est sur le point de s'effondrer, alors qu'il sait très bien que c'est tout le contraire. En vérité, c'est nous, c'est l'économie mondiale, qui sommes au bord de la rupture, pas l'Iran. Oui, et on va parler de tout ça en détail tout au long de cet épisode. Mais laissez-moi vous demander, celui que vous avez mentionné, Mark Levin, il était dans son émission, je crois que c'était samedi soir, et il a dit quelque chose comme « Vous savez quoi? J'ai un meilleur plan, un plan B. Et si on armait tous les Iraniens pour qu'ils servent de soldats sur le terrain? Je sais que ça n'a pas marché avant, mais cette fois, ça va marcher. » Et il a ajouté qu'il pensait que le président Trump devrait le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Le président a été conseillé par la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard. Au début, il n'était pas totalement convaincu qu'il fallait être aussi sceptique. Mais aujourd'hui, le directeur de la CIA, Ratcliffe, et même le secrétaire d'État, Rubio, lui ont dit en privé qu'en réalité, le régime iranien, si on se contentait de déverser des armes en Iran, alors qu'il y a déjà beaucoup de gens là-bas qui en possèdent, eh bien, si on regarde la profondeur du régime, comme l'a souligné le docteur Parsi, il compte au moins 20 millions de partisans durs. Beaucoup d'entre eux sont armés, prêts, entraînés et équipés, qu'ils fassent partie de milices, de la police locale, des gardiens de la Révolution, de l'armée officielle ou de tout autre élément de l'appareil sécuritaire de l'État, prêt à défendre le pays. En réalité, si vous donniez des armes à tout le monde, ils ne les retourneraient pas contre le régime. Ils attendraient de pouvoir les utiliser contre les soldats américains et les Israéliens qui essaieraient d'entrer dans leur zone. Peut-être qu'ils s'en serviraient même pour aller dans certaines régions d'Irak et unifier l'Iran et l'Irak dans une zone à majorité chiite. Si on continue ce raisonnement, il y a beaucoup de régions qui ne seraient pas difficiles à contrôler pour un Iran impérialiste et agressif, ce que l'Iran n'a pas été sous ce régime.
Mais s'il le devenait, il pourrait dominer les deux rives du Golfe assez facilement. Il y a des majorités chiites dans une grande partie des populations saoudiennes et iraniennes de cette région. Ce n'est pas comme si l'armée du Qatar ou celle des Émirats arabes unis faisait vraiment peur, même si le type des Émirats adore jouer à Call of Duty et pense que cette guerre est juste un grand jeu. En réalité, ce n'est pas une solution. Ce que le président entend de la part de son propre Pentagone, de son propre département d'État, de son ministère de l'Énergie, de son Trésor, de ses services de renseignement et même de son vice-président, chaque jour, c'est qu'il n'existe pas de solution militaire. Le blocus est dans une impasse. Une impasse qui nous bloque plus qu'elle ne met l'Iran échec et mat. Et le pays qui a inventé les échecs sait très bien jouer à ce jeu stratégique. La seule issue, c'est de sortir. Ce serait bien d'obtenir un accord. Mais le président Trump est tellement terrifié à l'idée de ressembler à Barack Obama qu'il ne fera jamais aucun accord qui ressemble, de près ou de loin, au JCPOA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'accordera jamais de véritable levée des sanctions. Je sais que le docteur Parsi dit que c'est dans l'intérêt de l'Iran, dans l'intérêt des États-Unis et dans l'intérêt du monde. Et il a raison. Le docteur Parsi a tout à fait raison. Mais le président Trump ne le fera jamais, parce qu'en ce moment, il a la psychologie d'un enfant de 2 ans. Il ignore les avis contraires. Il n'aime pas les informations qui le contredisent. Il invente des studies. Il invente des histoires, des récits qui n'existent pas. Par exemple, il disait avoir parlé avec les dirigeants iraniens et que ces dirigeants auraient essayé de le convaincre d'obtenir une de leurs armes nucléaires. Tout ça, c'est dans sa tête. Et d'ailleurs, c'est exactement ce dont se moque la presse en exil, issue à l'origine d'un groupe dissident iranien, qui est aujourd'hui le principal relais de propagande du régime, avec leurs vidéos en Lego. En réalité, on l'avait prévenu que ça arriverait. Toutes les simulations qu'on a faites depuis 30 ans disaient que ça se produirait. Il a simplement tout ignoré. Et il n'écoute jamais les informations ou les renseignements négatifs. Il fait comme s'il vivait dans un monde imaginaire qu'il s'est inventé lui-même. Et la seule chose qui l'empêche d'aller plus loin, c'est que l'armée dit non. Vance dit non. Tout son cabinet dit non. Et maintenant, même les Saoudiens, les Koweïtiens et les Bahreïnis disent non, parce qu'ils se rendent compte que ce n'était pas une si bonne idée. Les seuls qui l'encouragent encore, ce sont le lobby pro-israélien, les faucons néoconservateurs, Pete Hegseth, les Israéliens et les Émiratis. C'est tout. Littéralement, tout le reste du monde lui dit « Sors de là, sors maintenant », parce qu'il n'a pas le courage de ses convictions pour tenir bon et conclure un accord raisonnable. Il est bien trop terrifié à l'idée de ressembler à Barack Obama. Oui, enfin, c'est pas vraiment le bon point de départ ici. Parce que la seule personne, comme tu dis, qu'on voit un peu publiquement, à part des gens comme Jack Keane, Mark Levin ou Lindsey Graham, c'est le secrétaire à la Défense. Et d'ailleurs, on lui a demandé aujourd'hui, le plan A n'a pas vraiment marché. Alors, qu'en est-il d'un plan B? Avec le plan B, parce que si on en arrive là, il faudra revoir notre budget après le 11 juin. Si, selon moi, la loi sur les pouvoirs de guerre devait être invoquée et que la question arrivait au Congrès, on ne sait pas quel en serait le résultat. Est-ce que vous avez un plan B? Monsieur le rapporteur, je dirais que nous avons un plan pour tout cela. Nous avons un plan pour intensifier si nécessaire. Nous avons un plan pour nous replier si nécessaire. Nous avons un plan pour redéployer nos moyens. Bien sûr, dans ce contexte, nous ne révélerons pas quelle pourrait être la prochaine étape, compte tenu de la gravité de la mission que le président mène pour s'assurer que l'Iran ne possède jamais la bombe nucléaire.
Bon, c'est presque inutile de poser la question. Mais d'après ce que vous comprenez de ce que pense Pete Hegseth, qu'est-ce qu'il veut dire exactement quand il parle d'autres moyens? Parce que, de mon point de vue, et on va entrer un peu dans le détail dans un instant, il n'y a vraiment que deux options. Je crois qu'il parlait autrefois d'une troisième, celle où on essaie simplement de tenir plus longtemps qu'eux en maintenant le blocus. Mais je ne pense plus que ce soit une option réaliste, même pour le président Trump. Donc en gros, soit on relance la guerre et on essaie à nouveau, cette fois en les mettant vraiment hors jeu, soit on se retire complètement. Parce que je pense aussi qu'un accord négocié, c'est pas sur la table. On n'acceptera rien de ce qu'il demande. Alors, si Hegseth n'envisage aucune de ces trois possibilités, je décroche complètement. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre, à part une opération militaire qui pourrait vraiment changer la donne? Eh bien, on lui souffle toutes sortes d'idées. Surtout, ça vient principalement, et même essentiellement, d'Israël et du lobby israélien aux États-Unis. Des idées complètement farfelues. L'idée principale au départ, c'était d'y aller et de détruire toute leur civilisation, comme Trump lui-même en a parlé, en frappant toutes les infrastructures civiles, les ponts, les centrales électriques, tout le réseau énergétique. Mais en réalité, ça n'aurait pas du tout été facile à faire, parce qu'ils ont une économie très diversifiée. Leur réseau énergétique n'est pas centralisé, il est réparti. Donc ce n'aurait pas du tout été aussi simple et direct qu'ils le pensaient. Et il a eu suffisamment de résistance de la part de l'armée, qui en gros aurait considéré ça comme des crimes de guerre. Il ne l'aurait pas exécuté, même s'il leur avait donné l'ordre. Comme l'ont maintenant confirmé d'autres anciens généraux de division, d'après leurs sources au Pentagone, l'armée avait clairement dit qu'elle n'utiliserait pas d'armes nucléaires. Ils ont dit au général Kane, « On ne va même pas regarder la carte des frappes. » Puis ils lui ont ajouté, « On ne mènera aucune des frappes que vous demandez sur des infrastructures civiles. On va limiter et restreindre tout ça aux cibles militaires. » Au début, ça l'a mis en colère, parce qu'il a, en ce moment, la psychologie de quelqu'un atteint d'une forme de démence comportementale. Il invente sans arrêt. Son niveau d'empathie est très bas. Et il vit dans un monde imaginaire où il se prend pour un empereur. C'est pour ça qu'ils bénissent des statues dorées de lui devant des terrains de golf. C'est pour ça qu'il fait construire une statue en or de 15 mètres de haut à son effigie, dans sa bibliothèque, qui en réalité ne sera même pas une bibliothèque. Une bibliothèque sans aucun livre à l'intérieur. Peut-être que ça reflète bien ce que donnerait un second mandat. Alors il dit, donnez-moi d'autres options. Tout ce qu'on peut imaginer a déjà été proposé. Kane les a toutes rejetées, en disant que ça ne marcherait pas. Le projet Freedom, par exemple. On voulait voir si on pouvait sécuriser une route pour que les navires puissent sortir. Ça n'a pas marché. Et ça s'est arrêté presque aussitôt. Les Saoudiens et tout de suite les Koweïtiens ont dit non, n'utilisez pas notre espace aérien pour ça. Depuis, ils ont un peu changé d'avis, mais pas beaucoup. En réalité, ils veulent surtout en finir vite, et ils négocient déjà avec la Chine et la Russie pour construire leur propre accord, leur propre structure de sécurité à long terme. D'ailleurs, c'est peut-être ça la solution finale, que la Chine et la Russie fassent leur propre accord, sans participation des États-Unis. Mais toutes ces autres idées d'escalade qu'on propose, c'est toujours la même chose. Allons-y. Un peu comme quand Lindsey Graham se plaint des Pakistanais. Eh bien, les Pakistanais savent que bien qu'ils entretiennent bonne relation avec l'Iran, la Chine et la Russie. Mais l'une des idées, c'était d'utiliser le groupe ethnique, la minorité sunnite du sud-est de l'Iran, comme base pour lancer une révolte, pendant que les Kurdes arriveraient par le nord-ouest. Eux viendraient donc du sud-est. Je crois que c'est le Baloutchistan
comme on l'appelle. Mais la plus grande partie de cette population se trouve dans le sud du Pakistan, où il y a déjà des conflits anciens. Le Pakistan ne veut surtout pas voir ce genre de choses, parce que ça créerait sa propre catastrophe. Mais c'est l'une des propositions qui ont été présentées au président. Vous savez, envoyer juste quelques forces spéciales, rien de grave. La révolution se fera toute seule. On arme tout le monde. Et c'est de ça qu'il parle, de l'armement. C'est bien ce dont il est question. Ce ne sont plus les Kurdes, parce que les Kurdes iraniens n'ont jamais été intéressés par ça, et la plupart des Kurdes irakiens non plus. Certains voulaient prendre l'argent et faire ce qu'ils voulaient avec, mais la majorité ne l'était pas. Pas après ce qui s'est passé en Syrie. Les Kurdes iraniens, eux, s'entendent plutôt bien avec le régime. Ils sont même plus hostiles au Shah qu'à lui. Mais dans cette région du sud-est, c'est là qu'ils y pensent vraiment. Ils se disent qu'ils pourraient faire débarquer des navires, infiltrer des forces spéciales, essayer d'envoyer des gens sur place, faire entrer des armes et des munitions, en pensant que de cette façon, la révolution éclaterait. Donc, l'opération des forces spéciales pour aller récupérer l'uranium enrichi s'est abandonnée. Ils ont déjà essayé. Ils avaient déguisé ça en mission de sauvetage de pilotes. C'est pour ça que vous n'avez jamais vu ces pilotes soi-disant sauvés. Vous savez bien que Trump les aurait exhibés partout. Si ça avait été une opération vraiment légitime, transparente. Trump est terrifié à l'idée de ressembler à Barack Obama. Il est aussi terrifié à l'idée de ressembler à Jimmy Carter. Il ne veut surtout pas d'otages. Le message de Joe Kent à ce sujet est bien passé auprès de lui. Donc, le seul type d'action militaire envisagé, ils ne vont pas prendre les îles. Les Émiratis veulent s'emparer de ces îles disputées et aimeraient utiliser les forces américaines pour y parvenir. C'est une idée qui a été évoquée. Mais la principale option qui revient, c'est celle de frappe militaire limitée, visant à éliminer davantage de membres de la classe dirigeante autour de ce type, et aussi certaines infrastructures énergétiques ciblées, mais pas le pétrole ni le gaz. Israël, de son côté, remet sur la table toute la question des infrastructures énergétiques. Si tout ça devait arriver, ce serait évidemment une catastrophe. L'Iran frapperait alors toutes les infrastructures pétrolières et énergétiques du Golfe. Et là, on se retrouverait avec une dépression mondiale qui durerait une dizaine d'années, accompagnée de stagflation. On lui a déjà dit que ce serait un désastre, aussi bien la secrétaire à l'énergie, Madame Wright, que le Pentagone. Donc, parmi toutes les options possibles, la plus probable, ce serait une frappe militaire limitée et ciblée, plutôt qu'autre chose. Sauf si Trump décide d'escalader dans la croyance naïve et illusoire que ça changerait soudainement la donne. Mais il y a une autre possibilité, qu'il lance juste quelques frappes légères, puis qu'il se retire en proclamant la victoire. Il pourrait utiliser cette dernière série de frappes pour dire qu'il a porté un dernier coup avant de quitter la scène. Ce sont les deux scénarios les plus probables. Il y a un problème avec ce point-là. On va y venir dans un instant. Mais avant ça, je veux revenir sur un autre aspect. Où en est l'esprit du président et les difficultés qu'il rencontre avant même d'arriver à ce succès? Voici ce qu'il a dit hier à propos de la nécessité d'obtenir l'accord sur le nucléaire. Ils pensent que, bon, je vais me lasser de tout ça, ou que je vais m'ennuyer, ou que je vais finir par céder à la pression. Mais il n'y a aucune pression. Aucune, vraiment. On va avoir une victoire totale. L'Iran m'a dit très clairement qu'il comptait nous remettre ce que j'appelle la poussière nucléaire. C'est plus simple de dire ça que d'en parler en détail. Mais il faudra la récupérer, parce qu'ils n'ont absolument pas le matériel pour la déplacer. Toi et la Chine, vous êtes les deux seuls pays au monde capables de le faire. Alors, laissez-moi vous demander d'abord. Cette dernière partie-là, c'est une invention. Quand l'Iran lui aurait dit que seul vous ou la Chine pouviez éliminer la poussière nucléaire,
Qu'en pensez-vous? Exactement. Tout ça, c'est de la fabulation. En gros, 90% de ce qu'il dit aujourd'hui, c'est soit de la fabulation, soit une confession déguisée en projection. Par exemple, quand il affirme, comme il le répète souvent, que l'Iran a conclu 4 ou 5 accords, mais qu'ils se rétractent parce qu'ils ne sont pas honorables. Eh bien, il y a une part de vérité là-dedans. Vance a effectivement négocié un accord 4 ou 5 fois, la dernière avec les Qataris. Et c'est Trump qui se retire à la toute dernière minute, parce que c'est lui, en réalité, qui manque d'honneur. Donc, on peut assez systématiquement utiliser ce filtre de la confession par projection pour le comprendre. Le reste, c'est juste de la pure et simple fabulation. Ce qu'il vient de dire, il l'a complètement inventé. Ça ne s'est pas passé. Jamais. Je veux dire aujourd'hui, James O'Keefe parle de 2 vidéos tournées en caméra cachée avec des employés de la Maison-Blanche où ils disent que Trump c'est comme un ivrogne qui ne boit pas. Ils n'arrivent pas à comprendre où il en est dans sa tête. Ils ne comprennent pas d'où ça vient. Et ça, c'est devenu courant. Je vois Mario et d'autres, chez Meanwell, qui continuent de penser que Trump agit de façon rationnelle. Il ne l'est pas. Le Trump du premier mandat, celui des 10 dernières années, celui de la campagne de 2024, n'existe plus. C'est un Trump atteint d'une forme de démence comportementale qui s'aggrave de jour en jour. Ça se dégrade chaque jour un peu plus. Et l'armée commence à s'en rendre compte. Le département d'État commence à s'en rendre compte. Les diplomates de carrière au Pentagone, les responsables militaires de carrière, eux aussi commencent à le comprendre. Les services de renseignement de carrière s'en rendent compte également. C'est juste que le reste du monde a mis du temps à le réaliser. Et les gens continuent de croire qu'il y a une sorte d'échiquier en 4 dimensions. Mais non, il n'y a pas d'échec en 4 dimensions. Il n'y a même pas de dame en une dimension. C'est plutôt une version où, disons, un singe Trump joue aux dames, et on appelle ça des échecs en 4 dimensions. C'est ça, malheureusement, la réalité. Il invente des choses tous les jours. Il fabrique des histoires tous les jours. Il les invente de toutes pièces. Il dit « Ah, vous savez, il va se passer ceci, et puis cette solution va arriver, et puis il se passera cela. » C'est pour ça qu'il passait son temps à dire à tout le monde que le détroit ne serait pas fermé, alors que, clairement, tout le monde savait qu'il le serait. Il allait partout affirmer que les États du Golfe ne seraient pas touchés, alors que tout le monde lui disait le contraire. Et s'il intervient, il répète que le régime est sur le point de s'effondrer, alors que tout le monde lui dit que dans ces conditions, il ne s'effondrera jamais. Il vit dans un monde imaginaire qu'il s'est construit lui-même, et il y reste. Il refuse d'en sortir. Du coup, il ne réagit pas de façon rationnelle. Tout dépend donc de l'armée et des gens autour de lui, pour qu'il n'exécute pas les ordres insensés qu'il pourrait donner. D'accord. Alors laissez-moi vous poser cette question. Est-ce qu'il est possible que... Et peut-être que non, vous allez peut-être me dire non. La réponse est non. Mais est-ce qu'il est possible qu'un certain nombre de personnes qui ont vécu dans ce monde de faucons de guerre, toujours à la recherche du prochain conflit, comme Robert Kagan, l'auteur de ce texte, puissent... Les États-Unis n'ont pas la capacité, sans un changement fondamental sur le terrain en Iran, je pense, d'ouvrir le détroit. L'Iran pourra tirer depuis toutes sortes de positions, et vous savez, les États-Unis ne peuvent pas protéger chaque navire dans le détroit avec les moyens qu'ils ont. Donc, à mon avis, il en faut bien plus. D'ailleurs, je ne suis pas surpris que Bibi Netanyahou dise cela. Je pense que cette guerre pourrait se terminer de façon très désastreuse pour Israël, justement parce que l'équilibre des forces et l'influence dans la région vont se déplacer de manière spectaculaire en s'éloignant des États-Unis et d'Israël pour aller vers l'Iran et ses alliés.
D'accord, quand on a Robert Kagan quand même, qui dit que oui, cette guerre est un désastre et que ce sera mauvais pour Israël si on continue dans cette direction, est-ce que ça pourrait être un signal que même le président Trump ne peut pas ignorer? Les contraintes actuelles. Enfin, il faut dire qu'il y a un bon travail là-dessus. Comme l'a très bien montré Alastair Crooke dans vos entretiens avec lui et dans les articles qu'il publie sur Substack. Lui et son équipe suivent la presse hébraïque, et cette presse-là est très différente de la presse en anglais qui sort d'Israël. Dans la presse hébraïque, on entend une profonde inquiétude. Le pays serait devenu un état de sécurité permanent. Le projet du Grand Israël mettrait en danger son avenir, et Netanyahou aurait menti sur les armes qu'ils auraient réussi à intercepter. Ce qui confirme ce que disait le docteur Ted Postol, du MIT. On ne peut pas vraiment arrêter des missiles balistiques avec les systèmes Patriot ou THAAD. C'est ce que la presse hébraïque est en train de confirmer. Et pendant ce temps, on entend ces histoires terribles. Ils ont transformé leurs prisons en lieu de torture pour les Palestiniens. Leur ministre de la Défense et de la Sécurité nationale, complètement fou, a fait un gâteau d'anniversaire avec une corde de pendu dessus pour symboliser le meurtre de Palestiniens. Franchement, ils perdent la tête et ils perdent leur âme dans une grande partie d'Israël. Et de plus en plus d'Israéliens commencent à s'en rendre compte. Ce qu'on ne voit pas beaucoup dans les médias occidentaux, c'est qu'il y a eu d'énormes manifestations contre la guerre en Israël. Est-ce que c'est une minorité du pays? Oui. Mais c'est un groupe qui grandit, encore et encore. Parce que quand le roi des néoconservateurs, le champion des va-t-en-guerre, Robert Kagan, dit « Oups, c'est devenu un vrai désastre », eh bien ça veut dire que c'est vraiment un désastre. Donc je pense que, vous savez, la principale contrainte sur Trump en ce moment, elle est double. D'un côté, tout le monde dans son gouvernement, tout le monde du côté de l'énergie et de l'économie, et tout le monde au Pentagone et dans les services de renseignement lui dit « non, 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 non ». Et de l'autre, il y a simplement la réalité économique. Malheureusement, Netanyahou vit encore dans son propre monde, complètement déconnecté. Il pense qu'il faut continuer la guerre, qu'il faut retourner frapper et encore escalader contre l'Iran. Parce qu'il veut maintenir le conflit jusqu'en octobre pour pouvoir se faire réélire et éviter de passer le reste de sa vie en prison. Donc malheureusement, il est tellement centré sur ses intérêts personnels, tellement enfermé dans une vision étroite et égoïste, qu'il est prêt à sacrifier tout l'avenir d'Israël juste pour rester libre. Voilà où en est l'état d'esprit de Bibi. Il est aussi fou que les autres. Les Émiratis sont toujours complètement fous. On dirait qu'ils pensent jouer à Call of Duty. Du coup, ils continuent d'encourager le président à intervenir, même si d'autres voix israéliennes commencent à exprimer leur désaccord. Mais l'autre grand sujet avec Trump, c'est l'économie. L'indice de pression de la Deutsche Bank ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Regardez le taux d'approbation du président sur l'économie. Il essaie de contourner ça en intimidant Rasmussen, en intimidant Trafalgar pour qu'il publie de faux sondages disant qu'il est largement en tête. Son sondeur interne est d'ailleurs connu pour fabriquer de faux sondages. C'est de là que viennent ces chiffres bidons qu'il relaie, qu'il entend de leur part. Et parfois, pour être honnête, il les invente tout simplement. Il les sort de nulle part. Mais les deux choses qu'il ne peut pas inventer, ce sont le prix moyen de l'essence et le taux du bon du Trésor à 10 ans. Ça, il ne peut pas les manipuler. Et quand le taux à 10 ans s'approche de 4,5% et que l'essence monte vers 5 $, l'indice de pression de la Deutsche Bank montre qu'il change vite de cap et qu'il corrige sa trajectoire. Donc espérons qu'il n'est pas complètement fou. Enfin, c'est plutôt bon signe. Là, on est presque à 4,6, ça grimpe, on se rapproche des 5. C'est dans sa tête
le principal frein à toute escalade. Et sa plus grande motivation pour faire marche arrière, c'est justement que le prix de l'essence approche les 5 $ et que le taux à 10 ans atteigne 4,5. Donc, si vous voulez décourager la guerre, assurez-vous que les taux d'intérêt montent vers 4,5. C'est un monde dingue, mais c'est sans doute la meilleure façon d'influencer ce président aujourd'hui. Écoutez, il faut espérer que ça puisse fonctionner, malgré le déclin des capacités mentales. Mais vous voyez, même ça pourrait ne plus marcher plus tard. Laissez-moi vous poser une autre question. Vous êtes juriste constitutionnel, donc c'est vraiment votre domaine, et c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup. Imaginons que le président Trump décide d'écouter Mark Levine, Benjamin Netanyahu, Lindsey Graham, tous ces partisans de la guerre qui ne se sont pas encore réveillés, comme Robert Kagan, et qu'ils disent « Très bien, l'armée, exécutez cette mission ». Disons qu'ils veuillent frapper, je reviendrai sur les petites cibles dans un instant, mais qu'ils disent « Non, je veux que ces fichues infrastructures énergétiques soient détruites. Allons-y, ça les forcera à venir à la table des négociations. » D'après ce que vous décrivez, j'ai l'impression qu'on entre dans une zone dangereuse, où l'armée pourrait être amenée de son propre chef à dire non, on ne va pas faire ça. Et voilà la question précise que je veux vous poser. Est-ce qu'il y a un problème je parle du président des chefs d'état-major interarmés. Il n'a pas d'autorité de commandement, donc il ne fait pas partie de la chaîne de commandement. Il est seulement conseiller. Mais si c'était un commandement opérationnel, disons, l'amiral Cooper par exemple, est-ce que l'amiral Cooper pourrait dire « Bon, ce n'est pas un ordre illégal, mais c'est une mauvaise idée. C'est imprudent de le faire, parce que je pense que ça aura des conséquences négatives. Mais si on lui donne des cibles militaires liées à l'énergie, et il y a sans doute des arguments à faire valoir pour certaines d'entre elles, est-ce qu'on se retrouve dans une situation où l'armée pourrait décider de son propre chef de ne pas obéir à un ordre? Eh bien, d'après ce que je comprends, c'est ce qu'ils avaient déjà fait auparavant. Ils avaient modifié la liste des cibles et l'avaient limitée à des infrastructures à usage principalement, voire essentiellement militaire. Donc, ils n'allaient pas détruire tous les ponts, ni même beaucoup de ponts. Ils n'allaient pas non plus frapper des infrastructures à caractère essentiellement civil. Le président pouvait bien donner son ordre, mais la nature de cet ordre avait déjà été modifiée, en pratique, pour ce qui concernait les frappes réelles, et je pense qu'ils y étaient légalement tenus. Parce que, pris isolément, un ordre qui dirait « détruisez ces 15 sites », le soldat pourrait se dire « D'accord, j'ai des raisons de penser qu'il s'agit principalement d'une cible militaire, d'après les ordres qu'on m'a donnés. » Aujourd'hui, personne dans l'armée ne peut dire ça à propos du président Trump, parce que le président Trump lui-même a déclaré que son objectif était de détruire toute une civilisation. C'est une intention génocidaire. À partir du moment où le président Trump a exprimé cette intention, aucun officier militaire ne peut considérer ses ordres comme relevant d'une logique militaire conforme aux critères permettant d'éviter des poursuites pour crimes de guerre, que ce soit au niveau national ou international. C'est quelque chose qu'ils devraient tous garder à l'esprit. Même si le président accorde sa grâce à tous ceux qui exécutent ses ordres, ces grâces ne s'appliqueront pas en dehors de notre territoire, à l'étranger. Donc un futur président démocrate pourrait extrader des personnes pour ces raisons. Je sais que ça ne s'est pas produit récemment, mais il ne faut pas croire que le passé récent puisse prédire ce qui pourrait arriver après l'ère Trump, si cette guerre continue de mal tourner. Donc, si j'étais conseiller juridique auprès de ces responsables militaires, je leur dirais qu'ils doivent vérifier de manière indépendante que chaque cible qu'on leur demande de frapper est bien avant tout un objectif à usage militaire, et qu'ils doivent s'assurer que ce qu'ils frappent
ne provoquera pas de dommages civils disproportionnés ou inutiles. S'ils ne font pas cette analyse indépendante, ils s'exposent à des poursuites pour crimes de guerre par une future administration, ici ou à l'étranger. C'est le choix qu'ils vont devoir faire, parce que ce président les a placés dans cette situation en déclarant qu'il avait une intention génocidaire envers l'Iran. Et regardez, ça pose un deuxième problème. Si le président Trump donne cet ordre, et disons qu'ils font exactement ce que vous proposez, en disant « Non, on va se limiter à des cibles clairement identifiées comme militaires ». Et c'est vrai, on peut en trouver qui ne sont pas des cibles civiles. Mais si on frappe quoi que ce soit, les Iraniens disent qu'il n'y aura pas juste une petite attaque ici, puis on en restera là. Comme vous l'avez dit, il peut se dire « on fait ça » et ensuite on s'en va, ou quelque chose comme ça. Un peu comme la façon dont la guerre de 12 jours s'est terminée et comme quand on a assassiné Soleimani en 2019. À ce moment-là, on avait en quelque sorte un accord. Tu fais ça, on fait ça, et ensuite on arrête là. Mais du côté iranien, on dirait qu'ils ne jouent plus à ce jeu. D'après ce que j'ai entendu de plusieurs sources, ils disent qu'un seul tir, un seul, ça veut dire qu'ils lanceront leur liste de cibles. Et cette liste, c'est toute l'infrastructure énergétique du CCG. Quoi qu'il en soit, ça ressemble à une menace assez sérieuse. Vous, comment vous voyez ça? Je pense que l'Iran finirait par tout mettre sur le dos des Émirats arabes unis, parce qu'ils reconnaissent que les Émirats sont constamment impliqués à un niveau bien plus élevé que les autres. Mais cela met une vraie pression, une sorte de prime, sur les autres acteurs de la région. Les Saoudiens et les Qataris doivent se montrer à la hauteur. Honnêtement, ils auraient eu tout intérêt à annoncer publiquement qu'ils expulsaient les forces américaines de la région. Parce que la seule façon de protéger leurs richesses naturelles d'éventuelles représailles iraniennes, c'est de montrer très clairement que leurs ressources ne servent pas à attaquer l'Iran. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est d'annoncer la fin de l'accord militaire, d'arrêter d'acheter des armes aux États-Unis, d'expulser les forces américaines de la région et de bloquer tout usage aérien de leurs installations. Ils ont fait semblant au début de la guerre, mais ce n'était pas vrai. Donc, s'ils sont vraiment sérieux, c'est ce qu'ils doivent faire. Et s'ils le faisaient, ils pourraient effectivement se protéger d'une contre-attaque iranienne. Parce que l'Iran a été très clair. Si un pays expulse les États-Unis, nous n'attaquerons pas. C'est donc leur meilleure protection, s'ils veulent maintenir une activité économiquement viable. Parce que vous avez tout à fait raison. L'Iran sait que sa dissuasion, cette fois, doit être disproportionnée en cas de riposte. Et elle le sera. Et ce risque-là, la seule façon de l'éviter, c'est que les Saoudiens et les Qataris prennent leurs responsabilités. Aujourd'hui, la Russie et la Chine, surtout la Russie, ont été très agressives pour essayer de convaincre les Saoudiens et les Qataris de rejoindre Oman afin de pousser tout ça vers une nouvelle architecture de sécurité, une toute nouvelle direction. Les Qataris n'ont jamais vraiment adhéré à cette idée. Mais les Saoudiens, eux, étaient partants au début. Ils se sont rendus compte que c'était une grosse erreur. Les Émiratis, eux, ne l'ont pas compris. Et je pense que c'est là que l'armée doit intervenir, en refusant d'exécuter des ordres illégaux. Les Saoudiens et les Qataris, avec les Russes, doivent aussi prendre leurs responsabilités pour servir de véritable dissuasion, pour éviter d'être écartés. Et si vous me dites que vous vous fichez des Saoudiens et des Qataris, très bien, c'est votre point de vue. Si leur infrastructure énergétique est détruite, c'est toute l'économie mondiale qui va en prendre un coup. Et ça va nous toucher directement ici, aux États-Unis. Parce qu'on parle d'environ 20% du pétrole et du gaz naturel, de 30 à 40% de l'hélium utilisé dans les puces électroniques,
de 30 à 40% de l'urée, qui sert à fabriquer les engrais pour l'alimentation dans le monde entier, du soufre et d'une série d'autres produits essentiels au bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement. En réalité, l'Iran a peu de chances de demander aux Houthis de bloquer la mer Rouge si les Saoudiens disent « on se retire de cette affaire ». Et c'est exactement ce qu'ils doivent faire. Et ils doivent le faire rapidement, pas plus tard. Sinon, ils jouent avec leur propre avenir et avec celui du monde, parce que Trump n'est pas un partenaire fiable pour les protéger. Revenons un instant au point de vue américain. Vous avez dit qu'il y a certaines choses que même avec les capacités amoindries de Trump, on pourrait encore faire passer. L'une d'elles, c'est le taux à 10 ans. Et regardez, en ce moment, c'est en direct, il est à 4,463. Il était à 4,58 ce matin. Donc même aujourd'hui, ce chiffre continue de grimper. Il y a aussi d'autres facteurs en jeu. Attendez, je le retrouve. Non, pas celui-là. Voilà, celui-ci. L'indice des prix à la consommation d'avril est monté à 3,8%. L'inflation est plus élevée. Et puis regardez toute cette liste de catégories ici. L'inflation sur les produits énergétiques, 29%. L'essence, 28%. Les billets d'avion, 20%. Et la liste continue. Des choses qui comptent vraiment. L'inflation sur les fruits et légumes, pour l'instant, 6,1%. Mais ça, c'est clairement en train de monter, surtout quand on va entrer dans la saison des récoltes. Est-ce que tout ça peut vraiment atteindre Trump, surtout avec le taux à 10 ans? Vous pensez que même dans sa position, si ça continue à grimper comme ça pourrait le pousser à faire quelque chose de logique? Oui, jusqu'à présent, c'est le cas. C'est un indicateur incroyablement fiable. C'est d'ailleurs comme ça que la Deutsche Bank a créé son indice de pression. L'un des éléments clés, c'était le bon du Trésor à 10 ans. Il y a plusieurs raisons à cela. En partie, c'est lié à notre propre dette et au coût des intérêts qu'on doit payer, mais c'est aussi la façon dont le capital circule dans toute l'économie. Tout part du taux à 10 ans. Et si, tout à coup, le crédit se resserre, c'est l'ensemble de l'économie qui en souffre. Et ça, Trump le comprend très bien. C'est un chiffre qu'il a du mal à manipuler, qu'il ne peut pas inventer ou faire disparaître, parce qu'il est là, sous les yeux de tout le monde, chaque jour. Et c'est pour ça que ce chiffre, s'il reste au-dessus de 4,4 et qu'il se rapproche de 4,5, c'est sa principale motivation pour ne pas aller à l'escalade avec l'Iran. Ce chiffre dit sortir plutôt que escalader. C'est pareil pour les prix de l'essence et du diesel. Regardez les États clés, ou ceux où de grandes élections approchent pour les prochaines élections sénatoriales de mi-mandat. Le Maine, l'Ohio, le Michigan, l'Alaska. Tous dépassent déjà les 5 $ le gallon, ou sont juste au-dessus. On se dirige donc, à l'échelle nationale, vers 5 $ le gallon. Et plus ce chiffre monte, plus ça le rend nerveux. Ce chiffre ne va pas baisser s'il choisit l'escalade. Et on le lui a clairement dit. Vous le verrez dire autre chose en public. La secrétaire à l'énergie, n'est-ce pas? Il s'est opposé à ce conflit. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé mis de côté quand tout a commencé. Il avait dit que ce serait un vrai désastre pour les marchés de l'énergie. Malgré tout ça, Trump fait comme si le fait de vider nos réserves stratégiques de pétrole pour le monde entier était une sorte de formidable essor économique pour les États-Unis. C'est complètement absurde. C'est inventé de toutes pièces. Et pourtant, les gens y croient, à ce discours de vieux baby-boomers. Malheureusement, Trump y croit aussi. Il s'en est convaincu lui-même, même si Wright lui a dit exactement le contraire. Wright arrange les choses en public parce que c'est son rôle, mais en privé, il lui a dit que c'était un cauchemar, que ce n'était pas bon du tout. On vide nos stocks. On ne peut pas continuer à les vider juste pour maintenir les prix artificiellement bas,
que ce soit le prix sur le papier ou même le prix réel, en dessous de ce qu'il serait naturellement, c'est-à-dire au-dessus de $200 le baril dans beaucoup de marchés à travers le monde, comme c'est déjà le cas sur certains marchés au comptant. Mais le prix de l'essence, ça, il ne peut pas l'ignorer. Il peut faire semblant que tout le reste va bien, mais pas ça. Il ne peut pas ignorer l'essence, parce qu'il en a fait un argument de campagne très fort en 2024. Alors quand le prix de l'essence s'approche des $5 le gallon et que le taux à 10 ans se rapproche de 4,5%, c'est là que ça devient sa principale motivation pour se retirer plutôt que d'en rajouter. Eh bien, voilà pourquoi je n'ai pas confiance dans cet indice de pression de la Deutsche Bank. Tous les facteurs qu'on observe en ce moment montrent que sans action, on va atteindre ces chiffres. C'est fondamental. C'est déjà inscrit dans le système. Il faudrait qu'un élément vienne interrompre cette trajectoire, qui l'empêche d'y arriver. Donc on ne peut pas dire peut-être que ça va disparaître tout seul, parce qu'il n'y a aucune preuve de ça. Toutes les preuves disent le contraire. Alors, toute personne rationnelle, capable de prendre une décision logique aujourd'hui, choisirait de sortir de la guerre maintenant. On n'attendrait pas que ça approche de 4,5. On sortirait tout de suite. Mais lui, il ne le fait pas. Alors, pourquoi pensez-vous qu'il le ferait plus tard s'il ne le fait pas maintenant? Parce qu'il sait que ces chiffres continuent de monter. Il n'allait pas abandonner avant d'aller en Chine. Donc tout était en suspens jusqu'à ce voyage. On allait se retrouver dans une sorte d'impasse parce qu'il voulait afficher de la bravade en arrivant en Chine. Son objectif initial, en réalité, c'était d'apporter une tête perse avec lui pour se vanter devant Xi. C'est pour ça qu'il est obsédé d'ailleurs par cette histoire de poussière nucléaire. Ça n'a rien à voir avec le programme nucléaire. Il veut un trophée. Trump, c'est comme ça qu'il pense maintenant. Il veut des trophées, encore et encore, et il veut cette poussière nucléaire pour lui-même. L'Iran a très bien compris ça. C'est pour ça qu'ils ne vont pas la lui donner. Enfin, ce sont les Perses tout de même. Sérieusement, qui a eu l'idée de se dire « Tiens, et si on affrontait en même temps l'ours russe, le tigre perse et le panda chinois ?» Les trois plus grandes civilisations historiques continues de l'histoire du monde. Voilà la folie de l'Occident. Mais tout a été mis en pause jusqu'à la Chine. Après la Chine, on verra bien ce qui se passe. Maintenant, il pourrait y avoir des surprises venant de Chine, des choses qui vont choquer la propre base de Trump. Parce que Trump envisage, en gros, de conclure toute une série d'accords qui vont enrichir. Enfin, il faut se poser la question. Pourquoi Tim Cook part-il avec lui en Chine? C'est un adversaire de longue date de Trump. Pourquoi ça se produit? Pourquoi tout un groupe de PDG de grandes entreprises l'accompagne? Trump fait ce qu'il fait depuis 6 mois, voire 1 an. Il fait pression sur les gens. Il utilise la présidence des États-Unis pour enrichir tout un cercle d'amis, de donateurs et de membres de sa famille. Ne soyez pas surpris si avec la Chine, il finit par tout leur céder. Oui, je veux que tu viennes et que tu prennes possession de ce terrain, de cette usine, de tout ça. Assure-toi juste que mes gars aient leur part. C'est ça la réalité. Je veux dire, il y a encore une autre histoire aujourd'hui sur la famille Trump qui investit dans une mine au Kazakhstan, et bien sûr, ils décrochent le contrat. Et là, ils disent, bon, il nous faut encore 400 millions de dollars du secrétaire à la Défense. Alors, tu as Exdorf qui signe un énorme chèque à la famille Trump avec l'argent des contribuables. Voilà ce qui se passe vraiment en lien avec la Chine. Je pense qu'il ne voulait pas avoir à subir l'humiliation d'une défaite en arrivant là-bas. La vraie question, c'est ce qu'il fera à son retour. Et à mon avis, tout penche vers une sortie à cause des signaux économiques inquiétants. Mais on ne peut pas exclure une escalade parce que, encore une fois, son état mental n'est tout simplement pas à la hauteur pour prendre de bonnes décisions.
Et une dernière chose dont tu m'as un peu parlé ces derniers jours en dehors des caméras et qui pourrait avoir un impact sur lui d'une manière pas forcément évidente. Ce n'est pas quelque chose que beaucoup de gens ont remarqué. C'est la possibilité que Thomas Massie remporte sa primaire. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Parce qu'ici, d'après ces 2 sondages au moins, il aurait entre 5 et 9 points d'avance à l'approche de l'élection du 19 mai. En gros, pour que les gens se rendent compte, si Massey se présentait à une primaire présidentielle, ce serait comme s'il avait eu l'équivalent de 2,5 milliards de dollars dépensés contre lui, en publicité directe, en courrier, en spot télé et radio. Et imaginez que vous soyez candidat à la primaire républicaine et que Fox News vous ait complètement mis sur liste noire pendant toute la campagne. C'est exactement ce qu'ils ont fait à Thomas Massie dans la 4e circonscription du Congrès. Trump a mis tous ses œufs dans le même panier contre lui. Il a mobilisé plus d'argent de campagne pour s'opposer à Massie que pour ou contre n'importe quel autre candidat du pays, dans toute son histoire politique. Il a utilisé tout l'appareil de la Maison-Blanche contre Massie. Il a mis en jeu son capital personnel et son capital politique contre lui. Il a envoyé tous ses propres responsables de campagne pour le combattre. Il mène des campagnes personnelles très dures contre Massie. Bref, tout est misé là-dessus. Le lobby israélien s'est engagé à fond. Les financiers des fonds spéculatifs de Wall Street ont tout misé. Il y a même des sociétés d'investissement liées à la Chine qui financent l'adversaire de Massie. Donc tout ça, c'est parfait pour Trump, parce que sa nouvelle base n'a plus grand-chose à voir avec l'ancienne. Ce sont nos conservateurs baby boomers, des gens de plus de 62 ans, des républicains de longue date, partisans fidèles du parti, des gens qui aimaient George W. Bush, la famille Bush, qui ont encore voté pour George, pour John McCain ou pour Mitt Romney. Ce type de républicains, aujourd'hui, c'est la base de Trump. Mais ils sont surreprésentés dans une primaire fermée, comme celle du 4e district du Congrès, dans le Kentucky, où seuls les républicains inscrits peuvent voter, et où il fallait s'être enregistré presque un mois avant le jour du scrutin. Alors, on a là un profil démographique, politique et partisan, avec tout un dispositif financier et médiatique, qui fait que s'il ne gagne pas là-bas, il est complètement fichu pour les élections de mi-mandat. Et il le sait. C'est presque une course taillée sur mesure pour lui. Donc, s'il devait perdre, après avoir autant désavantagé Massie sur le plan de l'argent et de l'accès aux médias, ça lui montrerait qu'il est totalement à côté de la plaque, politiquement, qu'il a même perdu le dernier noyau de sa propre base, et ça le pousserait à tout remettre en question. C'est pour ça que beaucoup veulent éviter que la guerre politique s'envenime dangereusement. Le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de soutenir Massie. Parce que si Massie gagne, ce sera un choc pour toute la Maison-Blanche, mais surtout pour Trump. Trump dit depuis des mois que Massie va perdre de plus de 20 points. Wow! Et il y croit vraiment. Donc, s'il voit Massie s'en approcher, ça va déjà le surprendre. Mais si Massie gagne, alors là, ce sera un vrai choc pour lui. Ça va frapper son ego de plein fouet, et ce sera comme une douche glacée sur toutes ses illusions à propos de la popularité de sa guerre en Iran. Tu sais, c'est marrant, ce titre qu'on voit là. Thomas Massie est vraiment en danger de perdre son siège. Avec tout ce que tu viens de me dire sur les soutiens de son adversaire pour essayer de le battre, le simple fait qu'il ne soit pas déjà écrasé, c'est en soi assez surprenant. Ça aurait dû faire la une. On aurait dû se demander, pourquoi Massie n'est-il pas déjà écrasé? Mais toi, tu lui donnes quelle chance? Je veux dire, tu as vu les 2 sondages qu'on vient de montrer. Mais selon toi, qu'est-ce qui se profile? De nouveaux sondages d'opinion vont sortir cette semaine. Tout dépendra de qui ira voter.
Et on voit aussi se dessiner dans cette élection l'avenir du Parti républicain et d'une certaine façon, l'avenir politique du pays. Chez les Zoomers, Massey gagne avec 60 points d'avance. Chez les milléniaux, il l'emporte de plus de 30 points. Chez la génération X, il gagne aussi avec un écart à 2 chiffres, malgré toute cette offensive. Mais chez les boomers conservateurs, il perd de 30 points. Donc si les boomers conservateurs se mobilisent comme ils pensent pouvoir le faire, surtout dans un électorat démobilisé, parce que quand les gens voient des tonnes de publicité négative, ils décrochent. Eh bien, il y a aussi pas mal de jeunes conservateurs qui sont tellement rebutés par Trump qu'ils ne veulent plus voter, ou même ne plus être associés au Parti républicain. Environ 20% des personnes inscrites comme républicains ne se déclarent plus républicains dans les sondages d'opinion. Donc, si leur vote est vraiment en berne et que la participation est faible, c'est comme ça qu'ils pourraient faire tomber Massey. Mais si les jeunes votent en nombre suffisant, alors Massey va créer la surprise. Et ce sera une vraie surprise, pas pour les marchés de prédiction qui penchent déjà pour Massey, mais pour Washington et la classe politique qui pensent que Massey n'a aucune chance. Et au-delà de la guerre, quelles seront les conséquences de sa victoire? Qu'est-ce que ça dira des élections de mi-mandat, si tant est que ça en dise quelque chose? Ah, tout l'avenir du Parti républicain, c'est ça. Un avenir pour la liberté alimentaire et contre l'agro-industrie. Massey, c'est le principal défenseur du droit d'acheter sa nourriture directement auprès des agriculteurs. Il défend la vie privée individuelle, pas l'état de surveillance. C'est le premier à s'opposer à l'idée que le gouvernement puisse éteindre votre voiture à distance parce qu'il n'aime pas votre façon de conduire. Le principal opposant au FISA, le principal défenseur du 4e amendement, encore une fois, c'est le député Thomas Massey. Quand on parle de liberté financière, c'est lui aussi le premier à s'opposer à une monnaie numérique de banque centrale, le premier à s'opposer à la Réserve fédérale, à la Chambre des représentants. Et tout ça, c'est aussi une question de liberté médicale. Le principal opposant aux obligations vaccinales, au COVID et à Big Pharma en général, celui qui veut que les grands groupes pharmaceutiques soient tenus responsables et ne bénéficient pas d'une immunité spéciale comme les grandes entreprises chimiques. Le numéro 1 à la Chambre, sur tous ces sujets, c'est Thomas Massey, le premier à dire « il faut exposer la classe Epstein, pas la protéger ». Le principal auteur de la loi sur la transparence des dossiers Epstein, c'est encore Thomas Massey, le plus grand défenseur contre les guerres sans fin, Thomas Massey, le plus grand opposant à l'envoi massif d'aide étrangère et d'aide militaire à Israël ou à d'autres pays, Thomas Massey. Alors oui, Massey représente l'avenir du Parti républicain, d'une manière ou d'une autre. Et tout ça montre que cet avenir est déjà là, même dans un électorat taillé sur mesure pour Trump. Incroyable. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vos sondages, ou peut-être vos sources, qu'est-ce qu'ils vous disent à ce sujet? Restons-en à la Chambre des représentants pour l'instant. Chez les républicains à la Chambre, combien font partie du groupe du genre « quoi que Trump dise ». Je vais prendre le président de la Chambre, Johnson, comme exemple. Pour moi, c'est l'une des figures les plus pathétiques que j'ai vues. Là, il ne fait que répéter et amplifier tout ce que lui dit l'ancien président. Et franchement, ça n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'était autrefois le Parti républicain. D'après vous, combien de personnes appartiennent à ce groupe tel que je le décris? Et combien seraient plutôt du côté de ceux qui se disent « Oui, j'aime bien ce que fait Massey, et si j'en avais l'occasion, je voterais comme lui ». Eh bien, Massey lui-même l'a dit publiquement. Il a expliqué qu'il y a environ 40 membres de la Chambre, des républicains, qui sont d'accord avec lui. Ils disent que s'il gagne,
ils commenceront à le soutenir ouvertement. Et ils suivent sa campagne de près parce qu'ils ne veulent pas être ceux qui se prennent en quelque sorte l'équivalent de 2,5 milliards de dollars, si on rapporte ça par habitant, à l'échelle nationale, c'est-à-dire les plus de 10 millions qu'il a reçus dans sa petite circonscription du nord du Kentucky, où les médias coûtent très peu cher. Ils ne veulent pas être ceux qui encaissent ça, mais ils seraient prêts à le faire s'ils voient que Massey va gagner de toute façon. Donc, il y a environ 30 à 40 républicains à la Chambre qui pourraient se rallier d'un coup, et ça pousserait le Parti républicain dans cette direction. Il n'y a quasiment personne qui aime vraiment Trump. Il y a tout un groupe de républicains, issus du milieu des grands donateurs, qui soutiennent une bonne partie de ce qu'il fait, mais qui personnellement ou politiquement le détestent. C'est pour ça qu'il n'a plus vraiment d'alliés au Congrès. Il y a peut-être 10-15 personnes qui, si le vote était secret, ne voteraient pas pour sa destitution. Je parle de la Chambre des représentants. C'est dire à quel point la situation est mauvaise. Au Sénat, il y aurait seulement 10 ou 15 républicains, en réalité plutôt 5 sénateurs républicains, qui, avec un vote secret, ne voteraient pas pour le destituer. Donc certains de ces gens ne l'aiment pas parce qu'ils sont proches de Massey. Certains ne l'aiment pas à cause de la façon dont ils ont été traités personnellement. Et puis, il y en a encore plus qui ne l'aiment pas parce qu'ils préfèrent une politique influencée par les grands donateurs, mais d'une manière plus traditionnelle que celle chaotique de Trump. Et maintenant, il y a un consensus plus large qui commence à se former chez les républicains au Congrès. Ce n'est plus le même homme que celui qu'ils ont élu président. Il pense qu'il n'a plus toute sa tête. On le voit dans toutes sortes de comportements. Il se prend pour le pape, puis il attaque le pape, puis il dit qu'il a choisi le pape. Il pense que le Venezuela va devenir un nouvel État, puis que ce sera Cuba, puis le Groenland, puis le Canada. Et puis, j'aurais aimé y penser, parce que je voulais vous parler de cette histoire du Venezuela, le 51e État. Malheureusement, on a manqué de temps. Il me reste à peine 30 secondes. Je dois passer très vite à autre chose. Le président revient de Chine. Quelles sont les chances qu'il fasse marche arrière? Et quelles sont les chances qu'il décide d'envenimer la situation? Si Massey gagne, il se retire. Si Massey perd, il monte d'un cran. Voilà, c'est ça l'impact de cette élection. C'est encore plus important que le voyage en Chine. Qui aurait cru ça? Bon, écoutez, on est vraiment ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a cet événement qui arrive bientôt. Je ne savais même pas que j'avais ce genre de... Oui, vous avez fière allure, tenue révolutionnaire. Oui, alors les gens peuvent aller sur le site 1776lowcenter.com. C'est une super conférence avec Daniel Davis, Larry Johnson, Alexander McCurry et plein d'autres personnes formidables. Et toi, on dirait vraiment un colonel de l'armée révolutionnaire américaine. Moi, je trouve que j'ai fière allure. Je vais agrandir ça, le mettre en avant. Écoutez, évidemment, la conférence est déjà géniale en soi et vous voyez toutes ces personnes formidables. Vous pouvez d'ailleurs en découvrir d'autres sur le site. Mais si vous avez un jour envie de me rencontrer en personne, venez donc nous voir et dites bonjour. On serait ravis de vous accueillir. Absolument. Parfait. Eh bien, on a hâte de vous retrouver la prochaine fois. Et on se retrouve tous dans le prochain épisode de Daniel Davis Deep Dive.